Et Ciotti l'a compris, et je crois qu'il a eu le courage de dire ça suffit. Et maintenant, on va pouvoir essayer de voir avec les gens du RN, mais avec d'autres personnes, avec les gens de Reconquête tels que Marion Maréchal ou d'autres. On va voir comment on peut répondre aux aspirations de nos concitoyens. Charles Millon, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes lyonnais, vous avez fait toute votre carrière politique à droite avec succès. Vous êtes l'ancien ministre de la Défense de la France. Vous êtes ancien président du Conseil régional de Rhône-Alpes. Vous avez été réélu en 1992 et en 1998. Vous êtes ancien président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Et votre ancienne famille politique est aujourd'hui représentée par LR, les Républicains, se déchire depuis que son président, Éric Ciotti, on le sait, a décidé de s'allier avec le Rassemblement national. Alors, si vous êtes notre grand invité cette semaine, c'est parce que votre carrière, brillante carrière, s'est interrompue brutalement en 1998 pour une raison simple. Vous aviez été réélu à la tête du Conseil régional en 1998 grâce aux voix des conseillers régionaux RN. Alors, première question, quel regard portez-vous sur la décision d'Éric Ciotti ? C'est une réaction de bon sens que la réaction de Ciotti. Vous êtes devant un paysage politique où vous avez un parti qui a pris une place conséquente, c'est le RN. Vous avez une formation politique qui a sur bien des points les mêmes analyses que le Rassemblement national, et vous vous apercevez que pour pouvoir permettre au pays de trouver sa voie, eh bien, il faut qu'il y ait une alliance. Et bien, on fait l'alliance en respectant ses convictions et ses valeurs, et on essaye d'avoir au moins des points d'un programme commun qu'on mettra en œuvre. C'est en fait la décision qu'a prise Éric Ciotti. Ça me paraît être une position de bon sens, et je ne comprends pas du tout ces cris d'orfraie qui viennent d'un certain nombre de personnes qui, pour certaines, sont plus à droite que les membres du RN, qui, pour certaines, ont été alliés d'une manière directe ou indirecte avec le RN dans des campagnes d'opinion qui ont été menées, et qui ne veulent pas, en fait, voir la réalité en face. Mais je crois qu'on arrive à la fin du chemin. Parce que tout ça révèle qu'il y a une rupture qui s'est passée entre les électeurs, qui ont du bon sens, et puis les élus qui sont un peu perdus. Les élus subissent la pression d'un politiquement correct, qui leur impose de ne pas s'allier avec un tel, de ne pas prendre telle position. Et vous avez un électorat qui dit « mais nous, on souhaiterait que le problème de l'immigration soit traité, on souhaiterait que le problème de la sécurité soit étudié, on aimerait qu'on revoie en fait le système éducatif français qui s'est écroulé, et ils demandent en fait des réponses extrêmement concrètes, et ils demandent que les hommes politiques s'entendent entre eux pour donner ces réponses. Et on l'interdit. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui s'est auto-bloqué, et je pense que on en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'au-delà même des événements que l'on traverse aujourd'hui, on voit émerger aujourd'hui une vraie crise institutionnelle, puisqu'il y a une rupture entre les électeurs et les élus. Oui, vous faites le constat d'une déconnexion complète. Elle est ancienne pour vous ou est-ce que... Non, elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé en 1998, quand j'ai vécu les événements de Lyon. On y reviendra. Mais en fait, elle s'est renforcée et développée. Elle s'est renforcée et développée par deux canaux. Un canal qui est le canal européen, où l'Europe s'est mise à envahir un certain nombre de compétences sans que cela ait été décidé par les peuples.
Et à partir de cette invasion de compétences, l'Europe se met à édicter des normes, se met à édicter des textes, à prendre des textes, se met à prendre des mesures, etc., et les impose. Et les impose d'une manière d'ailleurs assez violente. On le voit quand elle veut imposer quelque chose à la Hongrie, par exemple, elle le fait en menaçant de supprimer les subventions. On a l'impression d'être dans une cour d'école avec des personnes qui ne sont même pas élues, parce qu'il faut se rappeler quand même que les membres de la Commission européenne ne sont pas élus, ils sont nommés, et qui en fait sont en train d'organiser une rupture entre l'électorat et les dirigeants. Et la tension est forte. Vous savez, c'était, je crois, Delors qui parlait des menottes dorées qu'on installait au peuple. Eh bien, on voit que les menottes dorées ont marché et qu'aujourd'hui, le peuple est en train de se secouer pour dire, nous, on ne veut pas, en réalité, de ces décisions prises en matière d'écologie. Nous, on ne veut pas que ces mesures qui sont prises en matière de bioéthique. Et ils demandent, effectivement, que les peuples, que les pays où ils sont et où ils choisissent la direction, les dirigeants, bien, retrouvent en fait leur pouvoir de décision. Oui. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose de ponctuel? Est-ce que c'est une révolte ou une révolution? Vous savez, comme on disait au moment de la Révolution française. D'après vous, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est une cassure qui est destinée à durer? D'abord, je pense que ce n'est pas un événement, c'est un mouvement. C'est un mouvement où on a vu petit à petit, d'un côté, les citoyens, les électeurs, énoncer leurs souhaits, leurs besoins, leurs critiques, leurs jugements, et d'autre part, l'élite, sous la pression en fait des institutions européennes d'une part, mais aussi sous la pression du pouvoir judiciaire en France, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on voit le Conseil d'État, on voit le Conseil constitutionnel qui essaie d'imposer des normes. C'est toujours des personnages qui ne sont pas élus, hein. C'est des personnages qui sont nommés au Conseil d'État, qui sont nommés au Conseil constitutionnel, et qui essayent d'enfermer la décision politique dans un canevas qui va à l'inverse de ce que souhaitent les électeurs. On l'a vu au moment de la loi sur l'immigration. Et d'ailleurs, le président de la République a été leur complice, puisqu'il a présenté une loi qui plaisait à l'électorat, sachant que le Conseil constitutionnel allait annuler les textes que lui ne voulait pas, et que la doxa du moment ne veut toujours pas. Et c'est là où on voit qu'il y a véritablement une rupture qui existe aujourd'hui entre le peuple et puis les élites dirigeantes. Et Ciotti l'a compris, et je crois qu'il a eu le courage de dire ça suffit. Et maintenant, on va pouvoir essayer de voir avec les gens du RN, mais avec d'autres personnes, avec les gens de Reconquête tels que Marion Maréchal ou d'autres, on va voir comment on peut répondre aux aspirations de nos concitoyens. Est-ce que vous pensez qu'il sera suivi, justement, Éric Ciotti ? On va voir, on verra le résultat des élections. Non, mais suivi, je pense au cadre du parti. Mais ça n'a plus aucune importance. D'une partie des cadres du parti. Ça n'a plus aucune importance. Ouais. Maintenant, c'est le peuple qui va décider. Et on va voir, là, je serai en réalité cadre du Parti républicain, j'aurais une certaine crainte. Car même s'ils sont bien implantés, le peuple ne comprend plus. Il ne comprend pas que lorsque lui réclame, par exemple, qu'il y ait des mesures pour contrôler l'immigration irrégulière, il y a en fait des institutions qui disent non seulement vous allez vous calmer pour contrôler l'immigration irrégulière, mais même quand l'immigré irrégulier est en France, il aura le droit à avoir un avocat payé par la collectivité pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens français qui n'arrivent pas à se payer leur avocat, et des bons Français et qui se confrontent à des problèmes. Et puis il y a des immigrés irréguliers qui viennent, eux, ont droit à un avocat qui est payé par la collectivité française. Quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a un certain nombre de citoyens qui disent rien ne va plus. Et c'est là où il faut que les hommes politiques français réfléchissent, parce que si c'est véritablement une rupture entre le système et le peuple français, ça mérite qu'on y réfléchisse rapidement et
qu'on apporte des solutions, et des solutions qui peuvent être constitutionnelles, qui peuvent être simplement légales, mais qu'on y apporte des solutions. Et moi, personnellement, je pense qu'il faudrait aller très loin dans la réflexion, parce qu'il y a un certain nombre de points qui ne vont pas du tout. On ne peut pas accepter que des institutions telles que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel se permettent d'interpréter les traités pour pouvoir les imposer à leur manière au peuple français. Oui, alors justement, ça va être le problème quotidien du Rassemblement national et de son allié LR, si jamais ils accèdent au pouvoir, de faire bouger les institutions. Est-ce que vous pensez, parce que c'est le débat aujourd'hui, l'article 16, etc., est-ce que vous pensez qu'ils auront les moyens, si jamais ils accèdent, ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils auront les moyens de gouverner la France pendant les 2 ans, 3 ans qui restent avant les élections présidentielles? Je crains, je crains qu'on aille directement à une épreuve de force. Et je suis quand même étonné que le président de la République ait laissé entendre qu'il pourrait avoir recours à l'article 16. Quoi, pour ceux qui connaissent l'histoire française, l'histoire politique française de la Ve République, l'article 16 a été utilisé une fois par le général de Gaulle, mais c'est un article qu'on utilise dans des périodes exceptionnelles et gravissimes. Voilà, c'est un article qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. Or, je n'ai pas aujourd'hui l'impression qu'il ce soit une circonstance exceptionnelle et gravissime. Donc, je trouve que le président de la République est en train de jouer avec les institutions, et à force de jouer avec les institutions, eh bien, le peuple demandera en fait de les revoir. Et c'est ce qu'on appelle une crise de régime. Et qu'on réfléchisse bien, parce qu'il y a plein de petits signes qui apparaissent actuellement. Et personne n'en parle vraiment, parce que c'est vrai que ça donne le frisson, mais ça vaudrait peut-être mieux que les hommes politiques en charge des affaires de la France y réfléchissent, parce que je pense qu'il y a véritablement, de la part du peuple, un ras-le-bol de voir un président de la République qui s'arroge tous les pouvoirs, qui passe son temps à faire des discours, à expliquer ce qu'il va faire et qu'il ne fait jamais, à lancer des opérations médiatiques qui ne sont suivies d'aucune décision pratique, et qu'à partir de ce moment-là, vous avez en fait un phénomène de refus et de ras-le-bol qui se traduit déjà par les votes qu'on a vus au moment des élections européennes, mais qui demain pourraient se traduire par des votes encore beaucoup plus clairs au niveau des législatives. Revenons à 1998. Les condamnations à l'époque de cet appel au vote, en tout cas de cette entente avec le Front National à l'époque, étaient venues de tout le spectre politique, et ils avaient été très violentes ces réactions. Pourquoi? Quels sont les épisodes qui vous ont le plus marqué à ce moment-là? Quelles ont été à l'époque les conséquences? Et surtout, quelle différence avec aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui? On a l'impression que pas du tout. 98, c'était un petit peu différent. C'était une interdiction qu'avait édictée l'élite politique, comme quoi il n'était pas possible de travailler avec le Front National à l'époque. Non seulement il n'était pas possible de travailler avec eux, mais ils sont même allés plus loin, parce que moi j'ai jamais décidé de travailler avec le Front National. Je me suis présenté à une élection, et le Front National a dit, entre le candidat de gauche de l'époque et le candidat de la droite de l'époque, votre serviteur, on préfère voter pour le candidat de droite, car dans son programme, il y a des points qui nous conviennent et qui sont conformes en fait à ce qu'on souhaite pour notre région. C'est simple comme bonjour. Voilà, parce qu'il s'agissait du Conseil régional Rhône-Alpes. Ça ne paraît que du bon sens. Eh bien non, c'est pas du bon sens, parce qu'en fait, la doxa dictée par l'élite politique de l'époque, c'était qu'on ne pouvait même pas accepter les voix, car pour eux, les voix ont une odeur, et que pour eux, l'odeur était pas agréable, donc il fallait les refuser. Et ça a été toute la bagarre. Et ça a été l'immense intelligence tactique de Mitterrand, qui avait instillé cette idée qu'il n'était pas possible même d'accepter les voix,
Et ce, pour pouvoir protéger, en fait, sa majorité à lui. Parce que si, véritablement, il y a toute une partie de l'électorat qui est mis de côté, eh bien, vous êtes sûr que votre majorité restera au pouvoir quasi éternellement. Mais que Mitterrand fasse ça par tactique, il est malin, il est intelligent. Mais que les leaders de droite acceptent le l'oukase de Mitterrand, mais je n'ai jamais compris et je ne comprends toujours pas. Et tombe dans ce panneau incroyable pendant, Eh ben, pendant 25 30 ans, presque 30 ans. Ouais, presque 30 ans. C'est ça. Et alors, ce que vous remarquez, c'est que ces mêmes personnages aujourd'hui vont travailler avec Madame Meloni, quand Madame Meloni est présidente du Conseil d'Italie, vont travailler avec le gouvernement des Pays-Bas, quand on est obligé d'aller travailler avec le gouvernement des Pays-Bas, travailler un peu partout avec où cette oukase n'a pas été appliquée par l'élite de ce pays-là, et où les gens travaillent en commun. Alors, les Italiens ont trouvé une tellement bonne solution qu'aujourd'hui, c'est un pays qui fait même l'admiration. Les habitants des Pays-Bas constatent la même chose pour leur pays, et on peut le constater aussi au Danemark, dans les pays, dans un certain nombre de pays. Et les Français veulent s'impliquer eux-mêmes une règle que plus personne ne respecte et qu'eux-mêmes ne respectent pas dans les affaires internationales. Donc si on m'explique maintenant pourquoi, il faudra le faire d'une manière très claire. Hein. Quels ont été les épisodes peut-être de ce moment de 98 qui a été extrêmement violent, moi je m'en souviens, qui vous ont le plus marqué? Est-ce que dans les scènes, dans les moments... Puisqu'aujourd'hui, on est en train de traverser une crise de l'antisémitisme à cause de LFI qui a une attitude tout à fait inquiétante dans ce domaine-là. Le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand on a voulu m'accuser d'antisémitisme parce que j'avais accepté une voix du Front National qui voulait voter pour moi comme président, il fallait que je la refuse, parce que autrement c'était un acte de compromission que d'accepter une voix, parce que c'était une voix près. Et à ce moment-là, du fait que j'avais accepté cette voix, j'étais devenu un antisémite. Donc on m'a exclu du conseil d'administration de la Maison d'Isieux. La Maison d'Isieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui est très symbolique parce que durant l'occupation, il y a une femme tout à fait extraordinaire, Sabine Slatin, qui a accueilli des jeunes enfants juifs et dans un village que je connais bien, puisqu'il est dans ma circonscription de l'époque, et il est à quelques kilomètres de la ville que j'ai administrée. Et pendant toute la période, a été accueilli par les gens du budget. Et malheureusement, les enfants ont été pris, ont été emmenés dans un camp de concentration, et ça a ému, non seulement ému, mais révolté tous les gens de la région. Et donc je me suis occupé, d'ailleurs en accord avec François Mitterrand, je me suis occupé de la mise en œuvre de cette maison, parce que François Mitterrand avait peur que les extrémistes juifs mettent la main sur la maison, et il voulait que ce soit une maison qui soit très consensuelle. Il m'avait demandé d'intervenir auprès d'un certain nombre d'amis juifs, ce que j'avais fait, pour que le conseil d'administration soit un conseil d'administration très consensuel. Et on m'avait demandé de faire partie du conseil d'administration. Et à ce moment-là, en 98, sous la pression d'extrémistes, je suis passé devant un tribunal populaire où on m'a accusé d'antisémitisme. En véritablement, si j'ai peut-être plein de défauts, j'ai pas celui-là. Et on m'a exclu du conseil. Et je dois reconnaître que ça m'a fait mal. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes réactions. On voit bien que des médias se mobilisent, que des groupes de pression, des personnalités, des joueurs de foot appellent à voter, à faire barrage au Rassemblement national. Mais enfin, l'ambiance n'est pas du tout la même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que vous avez quasi maintenant la moitié
des électeurs ou la moitié de la population qui ne comprend pas, cette exclusion et qui aimerait bien que la démocratie marche avec tous les citoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient de couleur ou qu'ils soient blancs, etc., etc. Et tout le monde le souhaite. Et qu'on arrête ces zoukases et ces exclusives. Mais on n'a pas fini, hein, parce que quand vous grattez, vous apercevez en fait que tout ce système-là, ça permet à une élite de rester en poste et ne pas être contestée. Et cette élite qui n'arrive même plus à faire passer ses convictions par le combat politique, en discutant et par les votes, eh bien, elle maintient en fait certaines décisions ou certaines structures par ce système où on interdit telle réglementation, on interdit telle législation, on interdit de voir comment on peut rectifier et faire telle réforme. Regardez toutes les décisions du Conseil constitutionnel depuis un certain nombre de mois ou de semaines. Vous regardez aussi les décisions de la Cour de justice européenne. Vous regardez les décisions que prend le Conseil d'État et vous vous dites, mais est-ce qu'on va pouvoir réformer ce pays? Parce que dès qu'on fait une proposition qui ne convient pas à cette petite élite qui s'est renfermée sur elle-même, eh bien on ferme les portes de la réforme et à partir de ce moment-là, on a un pays qui à un moment donné va se révolter. Mais est-ce que cette petite élite n'est pas justement un peu en train comment dire, d'abandonner le pouvoir, de perdre des leviers de contrôle médiatique notamment? À mon avis, elle l'a perdu au niveau politique, au niveau électoral. Elle l'a perdu même au niveau politique, puisqu'elle n'ose plus bien s'affirmer. Mais elle l'a gardé sous l'angle, j'allais dire, réglementaire, institutionnel. Dans ce qu'on appelle l'état profond. C'est très frappant. C'est à mon avis l'un des grands problèmes d'aujourd'hui, et qu'on sera obligé d'aborder en fait dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, et de revoir l'équilibre des pouvoirs. C'est pas normal que ça se passe ainsi. Alors, le tout étant d'ailleurs renforcé par un pouvoir de la présidence de la République qui est excessif par rapport au pouvoir délibératif, au pouvoir législatif. On s'aperçoit que le président a un pouvoir, que le président français est sans doute l'homme politique dans le monde qui a le plus de pouvoir pour pouvoir régenter. Et Macron en profite énormément et ça provoque là aussi un déséquilibre avec la démocratie française. Il faut revoir la Constitution, d'après vous, de ce point de vue-là? Moi, personnellement, je suis favorable. Je suis favorable qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée pour pouvoir rééquilibrer les pouvoirs. Dernière question, Emmanuel Macron, on le voit, est en grande difficulté dans les sondages. Est-ce que, en rejetant le macronisme et Macron, les Français rejettent de manière ponctuelle un président qui a failli, ou est-ce qu'ils rejettent plus généralement le mondialisme et l'idéologie mondialiste qu'il représente et qu'il soutient? C'est les deux. Parce que, vous savez, Guelli, l'auteur, a très bien analysé. Le peuple français a l'impression d'être dépossédé de son histoire, dépossédé de sa géographie, dépossédé de son enracinement, et qu'il y a en fait des personnes qui sont en haut de l'État, qui eux ne sont pas enracinés parce que ils sont, comme vous le dites, mondialistes. Ils ont une conception internationale, une conception qui ne prend pas ses références dans une histoire, qui ne connaissent pas en fait les différentes géographies de la France, etc. Et vous avez un déséquilibre, je vais dire une cassure qui s'est passée entre ce qu'on a appelé d'un côté les somewhere et de l'autre côté les anywhere. Et qu'aujourd'hui, il va falloir, j'allais dire, reconsidérer, c'est un problème de considération, reconsidérer tous les citoyens français dans leur histoire, dans leur géographie, dans leur métier, dans leur famille,
et les reconsidérer, car c'est pour eux que la politique doit se faire. C'est eux qui doivent déterminer les objectifs à travers des majorités qui s'exprimeront. On n'a pas à leur imposer des oukases. Ils sont là pour pouvoir gérer leur pays. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je crois qu'il y a une réforme à faire, c'est de leur redonner leur pouvoir. Redonner le pouvoir au peuple à travers, des communes dont on respecte les fonctions et les missions. Or, aujourd'hui, on a quasi déraciné la démocratie dans les communes en faisant des fusions énormes de communes, des unions de communes qui sont tellement administratives maintenant qu'elles ont cassé le lien qui existait, le lien historique, le lien sentimental, le lien amical qui existe dans toutes les petites communes de France, et qu'il va falloir revoir tout ça. Il faut redonner, il faut que le citoyen français repossède son pays, retrouve ses racines, retrouve sa capacité de décider, retrouve sa capacité de dessiner son avenir. C'est tout ça. Alors vous parlez presque comme Éric Zemmour et Marion Maréchal, en tout cas des racines. Est-ce que leur divorce un peu sanglant, d'après vous, leur laisse un avenir à l'un et à l'autre dans la politique française ? Je pense qu'en politique, la mission d'un homme politique, c'est de rassembler. C'est pas de proclamer des convictions. Ça, c'est des orateurs qui le font. C'est pas de cliver. Ça, c'est des polémistes. Et je pense qu'il faut que les hommes politiques retrouvent cette volonté d'avoir des convictions profondes, mais de rassembler autour de ces convictions. Merci Charles Millon, merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important, et vous trouverez toutes les indications sur notre site web boulevardvoltaire.fr, bvoltaire.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.